Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, épisode numéro 107. 108. 108. 108. Voilà. Très bien. On va y arriver. Donc toujours à Phuket, en Thaïlande, pour notre mastermind. Et encore une fois, avec un nouveau invité. Là, ces derniers épisodes, on vous gâte beaucoup. On a beaucoup d'invités intéressants. Et pareil, on a encore un invité spécial, Coach Flo. Coach Flo de sa profession et de son prénom. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, moi c'est évidemment Coach Flo. Maintenant tout le monde m'appelle comme ça parce que les interactions, mon métier d'aujourd'hui, un des métiers que je pratique, c'est le coaching, coacher l'e-commerce au sein d'Enfin Libre du coup. Donc voilà, d'où le nom Coach Flo. Ça marche. Et donc tu nous as rejoint, pour la petite histoire, on en parlera bien sûr, depuis pas mal de temps dans le mouvement Enfin Libre. Côté e-commerce, puisque tu es coach aussi, mais tu es aussi avant tout e-commerçant. Ouais. Et juste pour dire qu'on a déjà fait un épisode avec Flo il y a quelques mois, c'était à Marrakech. 2021. Dizaines de mois. On peut dire année, parce que c'était 2021. Alors le cadre n'était pas aussi bien que là. Les micros, tout ça, on a pas mal de problèmes techniques. Donc on a décidé de refaire un nouveau épisode parce qu'il y a aussi pas mal de nouveautés aussi. Il y a 2 ans, deux ans qui séparent ces deux podcasts, donc beaucoup de nouveautés e-commerce et entrepreneuriat en général. Ouais, gros. Parce que moi je teste beaucoup de choses et du coup beaucoup d'expériences engrangées, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Donc dis-nous un petit peu là en 2023, là maintenant tout de suite, Flo, l'entrepreneur, qui est-il? Où est-ce qu'il en est là? Pourquoi je suis là? Dans le podcast? Pourquoi je suis dans le podcast? Justement pour faire un feedback justement de... je trouve ça intéressant et même moi à l'époque j'aurais bien aimé, il n'y avait pas tout cet écosystème des podcasts e-commerce, ça n'existait pas, c'est dommage, ça nous aurait fait gagner tellement de temps et de compréhension, mais du coup je trouve intéressant de donner des feedbacks à tous ceux que vous avez interviewés dans le temps, comment ils évoluent, dans quel sens, peu importe dans quel sens et qu'est-ce qu'ils font. Du coup, moi, je trouve intéressant de vous partager aujourd'hui où j'en suis, depuis 2021. Alors, je vous invite évidemment à regarder ce premier épisode qui a été publié en septembre 2021 sur la chaîne pour vous aider un peu. Et, si on devait le résumer en quelques phrases, si on devait résumer l'épisode précédent, qu'est-ce que Coach Flo t'a réalisé jusqu'aujourd'hui? Je sais que tu as fait beaucoup de choses dans ton parcours. Je sais que tu n'as pas commencé que par l'e-commerce. Et dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours entrepreneurial? À partir de l'e-commerce? Ouais, pas que. Tu peux tout ce que tu trouves intéressant à partager. On peut commencer par l'e-commerce. Par exemple, pour l'e-commerce, tu as combien de CA tu as réalisé et depuis combien de temps? Quand on a fait le podcast, on est en septembre 2021, j'étais à 3 millions de chiffre d'affaires. Super. Et du coup, c'était cette année-là où j'implémentais beaucoup de choses pour déléguer, recruter, essayer de scaler en fait une structure. Ouais, je me rappelle. Et c'était un lancement aussi, plusieurs lancements de marques e-commerce, toujours avec le format drop et plus rapide en fait. Tout de suite engager des marques, donc beaucoup de réseaux, beaucoup de choses. Du coup, j'ai beaucoup testé, j'ai poussé des portes et beaucoup fait d'erreurs aussi dans des partenariats ou des erreurs stratégiques ou autres, mais c'était pas volontaire, j'ai pas été chercher l'erreur, mais j'étais préparé à ça. Je voulais, pour être en capacité de scaler, il fallait que je pousse des portes que personne ne fait vraiment ou a peur d'y aller. Et du coup, j'ai poussé ça, j'ai appris beaucoup et en fait, finalement, la conséquence, c'est que je suis revenu à réduire mon spectre, mon champ de boutique, soit par temps, par besoin de trésor, des marques qui marchaient plus vite que d'autres, et ça je pouvais pas le savoir à l'avance. Donc des choix stratégiques de recentrer la trésor, du coup mettre des projets en attente, en stand-by, en mettre à la poubelle, etc. Donc comme un testing de produit en fait. Mais sauf que là c'est au niveau d'une boutique, ça coûte un peu plus cher, j'imagine. Oui. Combien de marques prêtes à lancer depuis le début, on va dire? Depuis le début avec du stock, Ah oui, d'accord, ok. Un gros lancement. Je pense que j'ai été jusqu'à 11 ou 12 et maintenant j'ai vraiment réduit à me concentrer. En fait, j'ai scalé en vertical pour revenir à quelque chose de
plus horizontal, asseoir, élargir, épaissir, stabiliser, chercher le 80-20 sur ce qui était, tu vois, je sais pas, tu testes 10 choses, il y en a 2 qui fonctionnent plutôt bien, il y en a 8 un peu pas, tu te concentres sur les 2 et tu travailles à fond ces 2-là, tu les pousses. Okay. C'est un peu ce principe que j'ai adopté. Et tu as testé sur combien de pays? C'est toujours un peu le même circuit en fait. Okay. D'abord la France, toujours, ce qui permet beaucoup de tester les process clients en fait, le SAV. Pour moi, le SAV, c'est vraiment mon dashboard. Hein. Mais je l'ai déjà expliqué dans le premier podcast. Et du coup, ce qui permet de scaler tout de suite, après, c'est le UK. France, UK. Ouais, France, UK. Maintenant, avec l'expérience, je peux faire de l'Allemagne. Qui est très exigeant. Il faut arriver solide, il faut avoir une structure, il faut déjà avoir beaucoup de choses. Pour l'Allemagne, c'est intéressant, mais c'est très challengeant. Je ne conseillerais pas vraiment du tout à un débutant intermédiaire d'essayer ça. Et évidemment, si tu fais UK, ce qui par la suite, c'est les États-Unis en fait. D'accord. Ouais. Dans 4 pays principaux, ouais, c'est ça. Okay. Après, quelques petits tests de temps en temps sur des pays annexes, selon la niche. Après, c'est aussi la niche qui va décider un petit peu. Tu peux aller sur peut-être d'autres pays germaniques ou anglophones. Ouais, un peu le trio. Allemagne, Autriche. Hollande, la Hollande, Belgique. Ok. Tu vois, avec Molly, tester des trucs. Et du coup, tu as gardé combien de marques aujourd'hui? Tu as combien de marques e-commerce? Aujourd'hui, il en reste plus que, on va dire, 5. Ok, c'est déjà, ce qui est déjà pas mal. 50% de réussite, c'est pas mal. Donc tu as 5 marques e-commerce aujourd'hui à date. Ton chiffre d'affaires, tout confondu en e-commerce depuis que tu t'es lancé, depuis 0 total, combien de ventes tu as généré sur tes différentes boutiques, même ceux que tu as fermés? Si tu cumulais tout. Ouais, en tout cumulant, je viens de passer les 8. 8 quoi 800 000 non. 8 000 8 millions de chiffre d'affaires. J'étais déjà à 3 millions c'est énorme. T'as fait plus de x2. Ouais. De 3 à 8, ouais. En fait, c'est là où tu te rends compte à chaque fois quand on dit c'est toujours le 0 à 1 qui est super dur. Après, de 1 à 10, bien sûr, il y a un travail à faire. Après, c'est toujours des paliers en fait. Et quand tu as fait 3, 5, c'est un peu la continuité. C'est moins de x2, ouais. Et après, il y a un challenge entre 5 et 10. Et il y a encore une étape à franchir, mais c'est de la structure en fait. Là, c'est plus, tu dois apprendre des nouveaux métiers entre guillemets ou te spécialiser, te former sur du management, parce que là, tes structures elles évoluent et ton métier aussi il change en fait. Donc 8 millions de CA, c'est vraiment bravo et c'est vraiment impressionnant. Et je sais aussi que tu voyages souvent, donc tu as fait plus de 8 millions en e-commerce. Je sais que tu es SDF. Tu n'as pas SPF. SPF, voilà, désolé. Qu'est-ce que SPF du coup? Sans pays fixe. Voilà, SPF. Donc je sais que tu aimes beaucoup voyager et je pense qu'on le voit l'aspect vestimentaire, on le voit, on voit la liberté, on ressent le vouloir de voyager, de découvrir. Où est-ce que tu passes ton temps? C'est encore plus impressionnant en fait que de se dire tu as monté autant de business en 2 marques et je sais que tu voyages souvent. Parce que l'idée de départ, ce qui moi m'a attiré pour l'e-commerce, c'était la liberté, avant même financière, que je n'avais pas ces notions-là. Je pensais pas à chiffre d'affaires, j'avais pas d'intelligence là-dessus, financière, entrepreneuriat. Moi, je voulais bosser d'où je voulais en fait, plus être limité, pouvoir voyager, travailler d'où je veux. C'est ça ma priorité en fait dans ma pyramide de Maslow par exemple, c'est ce qui est en haut. C'est pas l'argent, c'est pas tout ça en fait. Mais si j'ai pas l'argent, je peux pas faire ça. Oui. Tu vois? Ouais, un certain minimum d'argent. C'est un moyen. Oui, c'est un moyen. Et puis, on n'a pas besoin de faire 8 millions de chiffre d'affaires pour avoir la vie que je mène en fait. Pas du tout. Ouais. Tu peux donner un petit peu plus sur ça? Tu dépenses combien à peu près par mois pour maintenir ton lifestyle? Ouais, on va compter du coup, ça compte les billets d'avion, les hôtels et tout. Ouais. Après, ça va dépendre des pays. Mais on va dire en moyenne, entre vraiment tout confondu, billets d'avion, tout ça, 4-5 000 euros, grand maximum. Parce que tu as passé par exemple du temps au Maroc où 4 000 euros ça t'emmène assez loin quand même. Par exemple au Maroc, le mois, je dépensais tout seul, parce que là du coup j'y vais beaucoup plus régulièrement, j'ai pris un appartement. Donc forcément, c'était plus un Airbnb ou hôtel, donc les coûts ils descendent. Je sais pas moi, pour le mois, et en mangeant à l'extérieur, enfin vraiment, je sais pas, 2500 euros, entre 2500 et 2800 euros au grand max, et en ayant
en réfléchissant pas à ce que je dépense ou pas. Hein. Tu regardes pas les prix. Non, je regarde. Tu arrives à un niveau où tu regardes pas les prix aujourd'hui. Ça c'était un de mes dans mon pourquoi. Je m'étais toujours dit voilà, je veux pas être dans l'excès, dans des choses comme ça, mais si j'ai envie de me faire plaisir, je veux pas me dire combien il reste et à la fin merde, t'as ces factures là, du coup le budget sorti, loisirs, faut que tu fasses gaffe. Pour moi c'est une vraie liberté ça, sans être toujours de vouloir dépenser pour dépenser, c'est pas mon style. Mais voilà, on déjeune, machin, je veux pas qu'on compte, tu vois, je veux pas si ça te fait plaisir ça. Tu voulais commander un steak, tu veux pas changer ton choix vers une salade parce que le steak était trop cher. Ouais, voilà. Moi j'ai une théorie, l'argent crée le bonheur jusqu'au jour où tu ne regardes plus les prix dans le menu en fait. Ouais, c'est ça. Après ça en fait le ratio argent-bonheur, je crois il prend un coup quand même. Mais dès que tu atteins ça, le ratio il est vraiment intéressant. Ouais, puis en plus ça se fait pas du jour au lendemain, c'est genre tu te lèves le matin et ça se passe comme ça, pas du tout en fait, ça se fait comme ça. Et c'est vrai qu'on regarde, maintenant que tu me le dis, je regarde la carte, je regarde le menu, ce qui m'intéresse, ce qui me ferait plaisir à manger, mais je regarde pas du tout le prix en fait, je cherche pas. Ouais, super. Et ici, sur les 12 derniers mois, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as, quels sont les pays que tu as visités? Où est-ce que tu as vécu pendant combien de temps à peu près? Bah, on va faire un rétro-planning, là on est en Thaïlande, à Phuket, il y a 5 jours j'étais à Bangkok, je suis arrivé à Bangkok, j'y suis resté 13 jours, juste avant j'étais en Estonie, on y a un mois, on y a passé un mois, Estonie, enfin moi je suis resté plus longtemps mais du coup ça m'a fait un mois en Estonie, et avant j'étais en France, un petit passage en France, et au Maroc, je suis rentré le 20 décembre juste avant Noël et j'ai passé 4-5 mois au Maroc, donc voilà, sur les 6 derniers mois. Et là, le mois prochain, c'est Montréal. Le mois prochain, Montréal. Ok. Ouais. Donc, c'est littéralement le tour du monde, en fait. Hein. Là, tu tournes, là, c'est bon. Là. Ouais, c'est un peu... Justement, c'est quoi ton secret, en fait? Comment tu arrives à... Parce que tu fais pas que de l'e-commerce, je sais que tu as plein de business, et notamment avec moi et Adam aussi. Quel est ton secret? Comment tu arrives à... Parce que je sais que moi, voilà, si je vois autant, je serais désorganisé en termes de routine, en termes de... Je sais que ma productivité va beaucoup baisser. Ouais. Comment tu arrives à... Ça a été un défi. Ouais. Ça a été un défi, mais toujours pareil en fait. Comme mon pourquoi est plus fort que ma contrainte, parce que c'était une contrainte, tu l'as dit, de bouger, retrouver, recalibrer déjà ses routines, ses habitudes, tu changes d'endroit, les repères. Le corps, il aime beaucoup les repères visuels, confort, machin, ce qui toi fait sens pour toi. Tu changes de pays, un coup t'es en Airbnb, un coup t'es dans un hôtel. Il y a tellement de variables. Et du coup, se recalibrer. Et moi, j'ai dit, ouais, mais comme moi, j'ai envie de voyager avec une fréquence assez importante, si à chaque fois que je voyage, il me faut 10 jours, 15 jours pour retrouver ma productivité, là, ma zone de confort, où tu peux, t'es hyper focus, je dis, ouais, c'est pas compatible. Mais comme moi, c'est plus fort de vouloir voyager, je dis, bah, faut que j'apprenne à être plus compétent. Ça doit plus être un problème, je dois le régler. Donc, bah, tu apprends, tu montes en compétences, beaucoup de rigueur, de discipline à ancrer la routine, et après qu'elle est là, c'est bon après. Ok, donc c'est juste de la pure discipline. Je veux pas subir un truc qui m'emmerde en fait. Est-ce que tu n'as pas des tactiques spécifiques que tu fais? Est-ce que tu cherches, je sais pas, un hôtel où il y a absolument une gym Ouais, c'est intéressant ça. À force maintenant, en fait, je prévois, quand je dis pas tiens là je vais à Montréal, du coup j'anticipe un peu, je sais ce qui moi est important pour moi. Alors c'est pas le confort, c'est pas tout ça, mais je vais chercher des trucs un peu, tu sais, des gris-gris en fait. Et moi, j'ai pas envie de mettre 10 jours à trouver mes routines. Donc du coup, quand j'arrive, j'aime bien plutôt faire au feeling. Et du coup, je pense en une demi-journée, c'est rare que je fasse une journée pour trouver mes marques. Tu vois, j'arrive à un hôtel, un Airbnb, chez l'habitant, peu importe où je vais être, je cherche l'endroit, le spot où je vais me sentir bien pour travailler. La vue, l'angle, la lumière avec le PC, le contre-jour et les prises électriques, tu vois, c'est tout con. Avec tout le barda que j'ai, il me faut une multiprise et tout. C'est pas toujours évident dans un hôtel. Il y a les gens, machin. Donc, et puis je sais que je vais avoir des coachings. Il y a des moments où j'ai besoin de focus, même s'il y a du bruit autour de moi, c'est pas gênant. Je vais avoir des conférences, des appels. Donc tout ça, c'est dans ma tête. Et je me dis, j'ai une demi-journée, j'arrive, je trouve mes marques. Il faut que je trouve l'endroit où je me pose.
Ouais, je pense à beaucoup d'expérience, forcément. La pratique, ouais, ça sent beaucoup de pratique. Je pense, et je pense un des premiers voyages, c'est que tu as aussi dans tes business des partenaires, je pense dans l'e-commerce ou dans le coaching, tu as toujours été entouré en fait. Donc tu n'es jamais le seul entrepreneur. Enfin, pas toujours. Récemment. Ouais. Et justement, c'était une frustration parce que ça, c'est un truc que je vois aussi. Souvent, on me pose la question au coaching mindset dans le programme et tout ça. Beaucoup donc, pour la parenthèse, du coup, tu es aussi coach dans le programme Enfin Libre, oui. À l'étape mindset. Oui. Mindset, état d'esprit, entrepreneuriat, voilà. Tout ce que tu nous disais, ton pourquoi, tes routines, tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans le programme pour la parenthèse. Ouais. Tu es aussi dans Enfin Libre sur d'autres pôles commerciaux, mais parle-nous justement, vas-y, redis-nous un petit peu l'association, les questions qu'on te pose en général dessus. Ouais. Parce que souvent, enfin moi ce que je conseille, c'est vraiment, c'est d'abord de faire tout seul. Beaucoup essayent de tout de suite trouver un partenaire rapidement parce qu'on se dit à deux on va se challenger et puis on va se déléguer le travail. Très grosse erreur. Dans un sens, tu vois, ça a des mois, un partenaire, on a fait un certain niveau. Toi, tu as des partenaires, tu as fait un certain niveau. Après, c'est important. Après, parce que oui, je pense qu'une finalité, c'est... Mais tu vois, si j'avais... un moment, c'était frustrant. Mais j'ai compris que j'ai pu trouver des partenaires qui m'ont fait confiance parce que ils ont vu que j'avais déjà travaillé tout seul, que je m'étais fait tout seul. Tu vois, mon mindset était différent et que j'allais pas être un boulet, assistana, etc., etc. Donc je pense qu'il faut d'abord faire son cursus soi-même, apprendre beaucoup tout seul, se forger soi-même, parce que en fait, sinon les gens ils vont pas s'intéresser à toi. Tu sais, le networking c'est pas dans un sens. C'est pas je prends de la valeur, donner, et puis non, c'est toi aussi, qu'est-ce que tu apportes dans ce partenariat. Alors, ça, c'est pas forcément une association ou autre, mais tu vois, un groupe de networking, il faut toujours. Et donc, il faut un niveau de maturité aussi. Et si tu es encore débutant, tu es en formation, tu apprends un métier, tu n'as pas cette capacité-là. Et de vouloir t'associer trop vite, c'est une erreur, je pense, pour moi et pour l'expérience que j'en ai, avoir coaché beaucoup. Maintenant, on est quasiment à 5000 membres dans le programme Enfin Libre. Ça match toujours, ça a toujours fonctionné comme ça et le résultat il est toujours le même. Donc ne vous lancez pas trop vite à trouver un associé parce que c'est un peu la facilité de se dire on se rassure, ouais on va s'entraider, quand j'aurai un petit coup de mou tu vas m'aider et tout ça. Mais beaucoup font l'erreur, c'est tout de suite de déléguer, tiens toi t'es plus ça, moi je suis plus ça, vas-y prends cette partie du programme et moi je vais faire l'autre. Très grosse erreur. Chacun doit faire le programme, le voyage entier de son côté. C'est après, quand on est compétent, qu'on est intermédiaire, que là, on peut se dire, ok, on a les mêmes compétences. Si toi, t'es pas là demain, je peux faire ce que toi, tu fais. Je suis tout à fait d'accord. Et inversement. Ouais, c'est comme si on se lançait dans un road trip ensemble, road trip des États-Unis en voiture, mais on vient d'apprendre à conduire ensemble et on fait le road trip tous les deux. Mais toi, tu sais faire les pédales, moi, je sais faire le volant. Et si tu t'endors, on va pas bouger. Ça va pas être. Faut qu'on sache conduire tous les deux. Exactement. Déjà, et ensuite quand on se lance dans le road trip, ça va être génial parce qu'on sait tous les deux conduire. C'est ça. Ok, super. Donc, SPF, 8 millions d'euros. Nouveau terme. 8 millions d'euros, rien qu'en e-commerce. Je sais que tu as d'autres projets, que ce soit dans le coaching, dans le monde d'information, commercial, bientôt l'immobilier aussi, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est quand même des belles réalisations. Maintenant, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as hérité? Est-ce que tu as fait des écoles de marketing de commerce? Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont pris par la main, qui t'ont tout montré? Comment on peut arriver à là en fait? Déjà, où est-ce que tu es né? Où est-ce que je suis né? Ouais. En Normandie, en France. Okay. Mais mes parents étaient expatriés en Guadeloupe. Et ma mère est juste rentrée pour accoucher parce qu'à l'époque, c'était un petit peu dans les débuts des années 80. Ok, donc t'as dévoilé là. Début des années 80. Je savais que j'avais mis une pièce. Là. Il faut faire le calcul. Est-ce que vous pouvez, les amis, deviner en commentaire quel âge il a Flo? On va pas le dire. Hein. Allez en commentaire, deviner. C'est intéressant. Bon, après, mais ouais, il y a un gros indice. Je suis né en France et du coup, moi, jusqu'à l'âge de mes 7 ans, j'ai vécu en Guadeloupe. D'accord. Donc j'ai fait ma maternelle, j'ai fait l'école, je suis arrivé en Normandie, donc assez contraste.
Guadeloupe, Normandie. Il y a dû avoir une adaptation, je pense. Faune, flore, les gens, tout, mentalité, tout, c'était très... t'étais pas le petit Normand. Et années 80, années 80. Avec il y avait les uniformes à cette époque à l'école, non? À l'école, en Guadeloupe, mais oui. Ouais, il y avait encore. Ouais, en fait, chaque section, première section, c'était, je sais plus, c'était un madrier, c'était rouge. La deuxième section, c'était vert. On était tous en uniforme, habillés. Pour moi, c'était pas choquant, en fait. Et moi, ce qui m'a choqué en arrivant en France, c'est que pour moi, les enfants, les blancs, moi j'en voyais que des touristes en fait. Parce que moi je vivais à l'année et on voyait que les métropolitains qui venaient en vacances comme ça. Mais quand je suis arrivé, j'avais que des blancs, il n'y avait plus un Antillais. En fait, tu étais le touriste maintenant. Du coup, j'étais bizarre. Enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde est blanc. Moi, le Père Noël, il était black. C'est vrai que quand tu grandis de tes 7-8 premières années. C'est là, après j'ai appris la psychologie. En fait, c'est vrai que c'est tes 7 premières années qui va vraiment forger 80% de ce que tu vas être par la suite, vraiment. Ah oui, j'ai voulu essayer de dire que tu es aussi certifié hypnothérapeute, c'est ça? Ouais, là j'ai fait à peu près 8 formations de janvier à maintenant. J'en ai encore certaines à aller chercher le niveau 2 perfectionnement, donc il faut asseoir le truc. Mais je me suis spécialisé, je voulais apprendre tout ce qui était de l'ordre de l'hypnose, donc hypnothérapie, hypnose de spectacle, qui est vraiment un autre pan. Mais dans l'hypnose, c'est la gestion de l'émotion en général. Et ça, c'est hyper intéressant. Je conseille vraiment à tout le monde même juste une initiation en termes pour vraiment apprendre à se connaître, et ça agit surtout en fait professionnel, personnel, les enfants, si tu as des enfants, c'est franchement j'ai été très étonné. Non, c'est pas voilà après il y a tous les donc revenu en France très très jeune et si on accélère un petit peu. Est-ce que tu as toujours été un entrepreneur? Est-ce que tu es passé par une phase salariale? Est-ce que tu as fait plusieurs métiers? Alors déjà j'ai d'abord été militaire. Donc c'est quoi, après l'école tu rejoins le militaire, tu réussis pas dans l'école, comment ça se passe? En fait après le bac fac, et comme l'armée il fallait faire c'est à peu près 1 an pour faire le dossier, visite médicale, il y a 1 an d'attente. Je me suis dit je vais pas rester à rien faire, qu'est-ce que je peux faire pour qui peut me permettre par la suite. J'ai été fac de sport. Être militaire, quoi. Depuis la 6e c'était ça dans ma tête. C'était, même si tout le monde me dit tu n'y arriveras pas. Quel métier dans le militaire précisément? Pilote de chasse. Ah ouais, ok. Bien précisé ça. Et du coup, je fais la fac de sport parce que je me dis il faut le niveau de sport. J'allais être attendu sur le sport, sur les tests et tout ça. Je me dis fac de sport. Et du coup, je me dis j'étais déjà actif, j'étais déjà pompier volontaire. Et je travaillais les week-ends, les vacances scolaires sur un péage d'autoroute, tu vois. Donc j'ai toujours été actif en fait. Là j'arrive à la fac, cours magistraux et tout, et je vois qu'il y a moyen d'être salarié en fait, d'avoir un statut de salarié en tant qu'étudiant, et j'ai pas l'obligation d'aller aux cours magistraux, sachant qu'en plus la première année à l'époque, aujourd'hui je ne saurais pas si c'est toujours pareil, mais la fac de sport, ta première année correspondait, j'ai fait un bac scientifique, ça correspondait à ta première terminale, tu vois. C'était le même programme on va dire, avec quelques petits trucs en plus. Donc je me dis vas-y, puis moi je veux bosser, tu vois. J'étais déjà indépendant, mes parents, j'ai pas demandé à mes parents de payer l'appart, la voiture, l'essence, tout ça, j'étais déjà autonome. Du coup, j'ai pris un statut salarié, j'ai fait plein de petits boulots, chauffeur, livreur, j'ai bossé chez Chronopost, j'ai porté des sacs de ciment, j'ai fait dans le BTP, dans la restauration, bossé dans un kebab pendant une mission de 15 jours, 3 semaines. Enfin, tu vois, j'ai... Kebabier. Caméléon, là. Hyper actif et du coup, c'est là où franchement, ça m'a forgé sur... là, j'étais dans le monde actif et je voyais des adultes, ça faisait 15 ans qu'ils faisaient ce métier-là. Et moi, j'ai toujours discuté avec les gens plus vieux que moi pour apprendre. Mais pourquoi en fait tu changes autant de métier? C'est quoi? Tu te faisais renvoyer c'était des petits jobs, c'était des petits jobs en attendant de partir à l'armée. J'avais 1 an à tuer, tu vois, entre guillemets. Et je me suis mis en intérim. Et tu sais, l'intérim, c'est des petites missions. Des fois, c'est une semaine. Ce qui vient, ce qui vient. Aujourd'hui, t'es kebabier, demain, tu portes du ciment. C'était c'était ça. Puis, cette année, t'as forgé, du coup. T'as appris beaucoup. Avant d'être avec militaire. le recul. Même si, en fait, finalement, j'ai compris que j'avais toujours cette curiosité. En fait, ceux qui sont plus vieux que moi ou autres, ou qui font un métier, même c'est pas forcément une question d'âge, mais qui font un métier que je connais pas, je m'intéresse à eux. Je peux parler au taxi, je peux parler à n'importe qui, et je veux comprendre comment il vit son métier, pourquoi il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est...
voilà, son métier, il me le conseillerait. C'était quoi son cursus? Tu vois, quand tu es étudiant, tu te cherches un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que tu es plus une tard des personnes les plus curieuses que je connaisse. Ah, Ouais. c'est possible. Ouais, c'était Curieux Ouais, de mais l'humain. vraiment, Curieux de l'humain, je pense. Ouais, de l'humain, des professions, de comment ça marche, des trucs que beaucoup de gens trouveraient inintéressants, mais tu verses 100% de ta curiosité là-dessus, t'es vraiment intéressé, quoi. C'est pas juste des questions de surface. Ouais, c'est. Bah après, j'ai découvert un peu comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne, parce que à un moment il y avait un décalage. Bah, tu vois, comme là tu l'as dit, tu le dis avec bienveillance. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Très rarement, ça a été ce cas-là, de le dire avec de la bienveillance, tu vois. Ouais, J'étais ok. plutôt, il est bizarre, tu vois, très bizarre D'accord. même. Du coup, c'était un rejet plus qu'autre chose. Donc, non, mais en fait, j'ai une curiosité, mais c'est mon cerveau qui fonctionne que ça. Il a besoin de se nourrir, de comprendre les choses. Et en fait, moi, ce qui fatigue les gens, et aujourd'hui, le niveau d'attention de quelqu'un avec les réseaux sociaux, c'est. Ouais, je pense que c'est un des talents aussi de ce qui fait de toi un bon coach, en fait. C'est que tu es vraiment à l'écoute des gens, des élèves, tu es vraiment curieux de leur histoire, comment ils sont arrivés là, etc. Et je pense que ça t'a beaucoup aidé aussi dans le parcours entrepreneurial. Les entrepreneurs doivent être curieux, en fait. Ouais. Ouais. Et en tant que coach, alors même si peut-être effectivement naturellement depuis que je suis tout petit je m'intéresse à tout et du coup j'essaie d'être pragmatique et j'ai développé au fur et à mesure de pas être dans le jugement. C'est pas facile hein, de pas être dans le jugement, mais coach ça t'impose vraiment de partir sur t'as une personne, voilà, tu pars de zéro, c'est une feuille blanche et c'est une interaction et on construit. Mais dans mon parcours, ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a donné envie d'être coach. Alors le mot coach, il veut tout et rien dire, mais de transmettre, de tirer quelqu'un, trouver un potentiel chez quelqu'un et de le tirer vers le haut. Moi, c'est ce qu'on m'a fait à moi. Certaines personnes dans mon parcours personnel ou dans toute ma vie, il y a des gens qui, alors que sur le papier, il n'y avait rien qui disait que, mais ils ont vu quelque chose en moi par mon comportement, j'en sais rien, et qui m'ont dit, lui, on va l'aider. Alors que sur le papier, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas le diplôme, j'avais pas machin. Par contre, ouais, mon comportement, j'ai été volontaire, je me plains pas. Apprends-moi en fait, dis-moi, c'est 1, 2, 3, je sais pas, moi je connais rien, c'est toi qui sais en fait. Je te fais confiance et vas-y, tu m'apprends. C'est pas que je remettais en question, par contre, je posais beaucoup de questions parce que je voulais comprendre le process, machin. Et du coup, ça c'est ce que j'ai retenu dans ma vie, les gens qui m'ont tendu la main. Si j'en suis là aujourd'hui, ils font partie de cette histoire. Et à moi, aujourd'hui, où j'ai des compétences, j'ai une vie, je dois transmettre en fait. Et la meilleure manière, comment moi je l'ai vécu, c'est ça que j'ai envie de faire. Je peux pas aider tout le monde. Je suis pas un bon samaritain, faut pas croire. Si je vois que la personne elle a pas envie, déjà on va pas le faire. Et si je vois que je suis pas la bonne personne pour elle, parce que coacher, chacun coach à sa façon. Moi, j'ai ma manière. Soit ça match, soit ça match pas. Tu vois, c'est comme un coach sportif. Il y en a, ils préfèrent la méthode un peu douce. C'est pas grave, on y arrivera demain. On reprend. C'est quoi la méthode flow? Moi, c'est action-réaction. Moi, je suis ton coach, je suis pas ton pote. Bien sûr que dans la vie, on peut aller boire un coup, tout ça. Mais le boulot, c'est le boulot. Et moi, je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Et en plus je vais être, si tu sens que je vais être challengeant, je vais être dur, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que je sais qu'il y a un potentiel, il y a un truc. Ouais, parce que je sais qu'il est capable, tu vois. C'est comme un prof qui dit ouais. Tu vois, oui, il est plus dur avec ceux qui ont un potentiel mais qui se donnent pas à fond. Si je m'intéresse pas à toi, ça veut dire que. Aïe. Oui, qu'il n'y a rien. Ouais. Et du coup, on revient en militaire. Si on retrace, tu finis par devenir militaire après cette année-là? Ouais. Ou pas? Ouais, militaire, du coup je fais la formation, c'est une formation, un cursus, hein. C'est vraiment un cursus qui s'étale dans le temps. Tu avais quel âge? 22, 23? Ouais, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu mon bac pas en une fois, pas en 2 fois, pas en 3 fois, en 4 fois. Waouh. C'est un exemple de persévérance. En France... Mais je sais pas si maintenant malheureusement, c'est la machine à laver les systèmes scolaires. Hein. Et tu rates une fois, deuxième, t'as raté, ciao, t'as plus de 16 ans, attends. T'as pas des bacs libres, je sais pas. Où ils te font passer. Alors, soit ils te. En fait, ce que je comprends maintenant, c'est que ils te font passer le plus vite possible jusqu'à que t'aies 16 ans. Et vu que l'école après 16 ans n'est plus obligatoire, si tu rates un peu trop, vas-y, ciao. Ils t'acceptent plus. Moi, déjà à l'époque, donc j'étais dans un lycée public.
Donc je loupe une fois. La deuxième année, j'étais déjà pompier. Hein. Bref, bon, peu importe les raisons pour lesquelles 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, le lycée public qui me dit on peut plus. Là maintenant, c'est soit tu es en candidat libre, soit tu vas dans un lycée privé. Enfin, tu payes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je savais qu'en candidat libre, j'aurais pas, j'étais déjà trop actif, trop ancré dans les interventions, la vie active, tu vois. Pour moi, l'école, ça me saoulait en fait. Moi, je faisais déjà des interventions. La nuit, tu fais un feu de 8 heures, tu arrives à 8 heures, le prof il te parle, machin. Toi, tu as fait une intervention, tu as fait un accident, t'es dans la vie, tu vois. Moi, c'était quelque chose qui me. Il y avait un contraste énorme. Oui, alors, je suppose qu'avec ta classe, c'était 2 mondes différents là. Hein. Ah bah ouais, il y avait un gros décalage. Toi, tu as fait des interventions qui. C'est la vraie vie, tu vois. T'arrives à la pause, t'as tes potes, tout ça. Ouais, ma mère c'est une connasse. Elle veut pas me payer. Ça parle de jeux vidéo. Elle veut pas me payer mon dernier téléphone. Toi, quelques heures avant, t'étais sur un accident de la route. Bon, je vais pas donner des détails. On va rester sur du hype, d'accord. Mais voilà, tu vois, il y a un contraste. Et au début, c'est moi. Je disais mais réveillez-vous. Enfin, mais après, je me suis dit non, c'est moi qui ai pas ma place. Eux, ok, on a le même âge, mais on vit pas la même vie. Et moi, je suis projeté dans une vie qui est peut-être pas, voilà. Et eux, ils ont des problèmes d'ado, comme. C'est juste que moi, j'ai pas une vie d'ado. J'ai été projeté plus vite dans la vie active et dans des trucs. Ouais, je pense qu'on devrait, à l'école, tu vois, ou au lycée, peu importe, on devrait de temps en temps amener les élèves dans des hôpitaux, dans le coin urgence, tu vois. Ah oui. Passer une demi-journée avec les patients, avec les accidents. Franchement, moi, je me rappelle la première fois que je suis allé dans une urgence comme ça. C'était pour un ami, je devais le ramener voir un membre de sa famille. J'étais vraiment choqué. Hein. J'avais l'impression que je vivais dans un monde différent. Et là, tous les gens que tu vois qui arrivent en ambulance, en urgence, ça te change. Hein. Et l'humain, à chaque fois, ça arrive qu'aux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'au jour où ça lui arrive à lui. Et là, c'est prise de conscience. Et voilà. Mais tant que. Et moi, j'étais procédé dans une vraie vie, tu vois. Pourtant, j'habitais pas. On pense que c'est dans les villes, les grandes villes. Il y a que à la télé que tu vois des meurtres, des machins, des trucs. Non, ça peut arriver à la porte de chez toi. Mais tu vois, il y a 2 mondes. Vraiment, il y a 2 mondes. Et moi, j'étais procédé dans l'autre monde de tous les jours à à partir de 17 ans, 18 ans. À sa forge, en fait. Franchement, je regrette absolument pas. C'est ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui. 10 années de volontariat de pompier. C'est une école de la vie. En tout point, sur moi, sur l'être humain. Et ça m'en a pas dégoûté, tu vois. Enfin, moi, pour coacher les gens, il faut aimer foncièrement l'humain. Avec tout toute la palette de ce que ça va, et tous les comportements, tout ça. Mais foncièrement, et pourtant, je suis pas un bon samaritain, tu vois. Mais je crois en l'humain. Malgré tout ce que j'ai pu voir, tout ce que l'humain peut être aussi cruel mais tu vois des trucs qui sont quand même fun, tu vois. Et moi je préfère m'attacher à ce que j'ai vécu, toi des interventions j'en ai fait sur 10 ans, je peux pas les calculer, mais et finalement celle que je retiens c'est quoi, c'est peut-être 2 accouchements par exemple. J'en ai fait 2 dans cette petite carrière. Il y en a, ils en font 1 dans leur vie, sur leur carrière de pompier, ils en font 1. Moi ça m'est arrivé 2 fois, tu choisis pas, hein, c'est comme ça. Mais c'est ça, tu vois, tu donnes la vie. Et ça s'est bien passé, tout ça. Et c'est ça que je retiens, en fait. Tu vois, alors qu'il y a plein d'interventions. Alors oui, il faut vivre avec. C'est ancré en moi, c'est des cicatrices. Mais c'est ça qui me fait lever le matin, tu vois. Ouais, ça fait partie de mon pourquoi. Les gens... C'est important. Tu dis pourquoi moi... Pourquoi moi je suis encore là, en fait. J'ai vu des gens qui avaient un potentiel énorme. Fument pas, boivent pas. Ils ont une vie nickel. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Tu dis, il avait un potentiel, il lançait un projet, où il finissait ses études, où il venait d'avoir son diplôme, ça y est. Il était en bonne santé, quoi. Les gens sont en bonne santé, ils ne se rendent pas compte que c'est un... Et tu dis, moi qui n'ai pas forcément une vie aussi exemplaire que lui, moi je suis là, je continue. En fait, pour moi, tu vis, ces personnes qui sont parties, ils vivent à travers toi. Si tu veux continuer à exister, c'est à toi de prendre le relais et d'aller... Donc le matin, tu vois, quand tu dis ouais, je suis fatigué, machin, ouais, je suis à la flemme. Moi, tous ces gens-là, je les ai en tête, tu vois. Toutes ces interactions, tous ces trucs assez durs, je me dis mais eux, tu vois, ils n'ont pas eu la chance, ça s'est arrêté, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont plus là eux. À moi de continuer en fait. Je mérite pas de négliger ça. Eux, ils avaient
tout ce qu'il fallait pour avancer. Ça s'est arrêté, c'est un accident de la vie, voilà. Ouais, moi, je pense que je pense que la plupart des gens devraient aller dans des hôpitaux, dans des urgences, les EHPAD, parler aux anciens. Faire du bénévolat, pour se rendre compte justement de cette opportunité qui est pour toi claire et nette, mais malheureusement la plupart des gens ne la voient pas, ils sont à limite aveuglés. Bien sûr. Donc, et pour revenir à ton parcours, donc est-ce que tu arrives à rejoindre le militaire? Oui. Ok. Oui, bien sûr. Tu fais le cursus, quasiment jusqu'au bout. Après, voilà, il s'est passé que toute ma section, ma promo, on a été kick alors qu'on avait fait le plus dur en fait. Après, la voie a été tracée en fait. Ok. Mais pour des raisons politiques. D'accord. Ok, on va rentrer dans le détail, dans les secrets militaires. Voilà, c'est comme ça. Mais là, j'ai eu un gros coup. Okay. J'ai eu un gros coup parce que pour moi, j'avais fait le plus dur. J'étais pas rentré par la grande porte parce qu'il y a deux façons de l'être. Et j'ai pas choisi le chemin le plus court parce que j'avais juste un bac scientifique, j'avais pas fait maths sup, maths spé, tout ça. Et du coup, pour nous, la porte d'entrée était beaucoup plus dure à atteindre. Et tout était fait en fait. Et là, c'était la voie royale, à moins de faire une connerie de ouf pour te faire virer, mais c'est impossible, tu vois. Et là, c'est arrivé comme ça, c'était ni de ma faute, ni... Voilà. Et là, comme on dit, on m'a coupé les ailes, le rêve d'ado, c'est ça, le rêve d'ado détruit. Moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Moi, je me voyais pas faire autre chose que ça. Même si j'avais les pompiers à côté en tant que volontaire, tu vois. Et encore, pompier volontaire, c'est même pas une vocation, c'est même pas... Moi, j'avais des collègues, depuis tout petit, 5 ans, ils rêvaient d'être pompiers, ils voyaient un camion passer, ils couraient avec le vélo pour aller voir, ils étaient pas... Moi, non, c'est pas arrivé comme ça. Moi, pompier, c'est arrivé... Toi, c'était militaire. Toi, c'était avion de chasse, tout ça. Ah, c'était militaire. Même au début, tu vois, je me suis dit, pompier, c'est pas assez militaire, tu vois. Franchement. Parce qu'il y a une différence, en fait. Bien sûr. Un peu différent dans la hiérarchie, tout ça, dans l'application des choses. C'est pas le même ministère en plus. Mais je l'ai fait pour ma sœur, en fait. Parce que ma sœur avait eu un problème, ça on l'a su qu'après, un problème cardiaque. Et du coup, on fait un vaccin. C'est pour les petits, les vaccins normaux que tu fais. Et en fait, elle a une réaction et elle réagit pas. Et j'avais 16-17 ans. Et j'étais avec ma mère. Chez le pédiatre, on sort du pédiatre, c'est le pédiatre qui avait fait le vaccin. On sort, on va faire des courses. Et dans le supermarché, dans le cosy, on voit ma petite sœur qui était bizarre en fait. Elle réagissait plus, le regard dans le vide, tout ça, machin. Et du coup, elle faisait une réaction au vaccin. Et du coup, je vois ma mère tétanisée. Moi, j'étais en train de passer ma conduite accompagnée. et du coup, je vois ma mère qui réagit pas. Et là, c'est bizarre. Toi, un adulte, en plus tes parents, c'est eux qui savent, c'est eux qui réagissent, c'est eux qui ont les solutions, c'est eux qui la responsabilité. Et là, je la vois vraiment en panique en fait. Et c'est pas quoi faire. Pas quoi faire. Moi, pas non plus. Du coup, vas-y, je prends la voiture, on y va, faut aller à l'hôpital, tu vois. Je voyais que ça dans ma tête. Voilà. Et ça m'a montré, je me suis dit plus jamais. Parce qu'après, on a su que ma soeur était malade et tout ça. Et je me suis dit, ça, je peux pas. Ça doit plus arriver ça. Donc, je dois apprendre. Je dois savoir gérer des genres de situations comme ça. Alors si ça, tu vois, ça me serait pas arrivé, j'aurais pas été pompier, j'aurais pas fait, je me serais pas intéressé forcément au truc. Toi, la vie, elle est vraiment, c'est la résilience en fait. Ouais, les événements, c'est notre réaction aux événements qui définit les événements en fait. D'autres personnes auraient pris ça comme un événement traumatique et ils ne sortiraient pas de leur maison, ils se sentiraient peur, il ne faut pas prendre de risques. Alors que toi, tu te dis non, je vais foncer droit dedans, je vais prendre le contrôle, le truc, je vais apprendre le maximum possible sur ça pour que ça n'arrive plus jamais. C'est ta petite sœur, tu peux pas... Ouais, malheureusement d'autres gens qui ne réagissent pas de la même manière. Donc, c'est un super beau parcours, une belle histoire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'entrepreneuriat dans tout ça. Comment quelqu'un, un ancien pompier, ambition militaire, voilà, hiérarchie, salariat... Puis pour moi, il n'y avait que ça. Je veux voyager, je veux entreprendre... Le voyage, il est ancré en moi parce que je suis enfant d'expatrié, j'ai vécu en Guadeloupe. Tout ce parcours en France de ma scolarité, on voyageait peu, ça me manquait en fait. Moi, je veux voyager, je veux bouger. Et du coup, si on revient à l'histoire qui va nous amener aujourd'hui où tu voyages, militaire, ça s'arrête, bam, d'un coup. Là, le flow à l'époque. Burnout.
Ok. Ouais, burn-out, parce que moi, tu m'as coupé les ailes, en fait. Tu m'as coupé ce que je suis, ce que depuis la 6e, je veux faire, et que je me suis battu, que j'ai passé 4 fois le bac pour pouvoir avoir juste, fallait le bac scientifique. Fallait le bac tu vois. S. Alors, j'aurais pris STT à l'époque et tout. Premier coup, Franchement, bref. Et du coup, ouais, c'est une injustice. Et moi, la justice ou l'injustice, c'est quelque chose de très prononcé chez moi. Et là, en plus, une institution, l'armée, l'État. C'est pas censé être injuste. Bah ouais. Sachant que c'était pas, j'ai pas fait ma connerie, j'ai pas fait une connerie moi, tu vois. Donc là, j'ai aucun repère, j'ai plus rien, je sais plus quoi faire, je bats de fou, vraiment. Et je reprends. Du coup, tu retournes chez papa, maman, mais bon, ça va 5 minutes et puis je savais que c'était pas l'objectif de rester comme ça, tu vois. Donc des petits boulots, tu retournes intérim et ton CV, bac scientifique, ouais, ok. En 4 ans. Non, ça tu le mets non, pas. ça, tu mets juste l'année d'obtention. C'est bac plus 4 en fait. Tu mets juste l'année d'obtention. Mais du coup, tu vois, tu fais de l'intérim, tu fais tu métier manuel, etc. Je voyais un mec qui avait un BEP CAP. Oui. Son taux horaire était plus fort que le mien. Ouais. Et en fait, c'est soit on me dit, t'as 2 choix. C'est soit tu reprends des études, tu fais un cursus d'un bac plus 5 pour. Et ouais, mais il n'y a pas papa, maman qui m'aide. Je suis déjà dans la vie active. J'ai des assurances, la voiture, le téléphone à l'époque, petit Nokia 3310, tu vois, mais s'il n'était pas. Voilà, c'est pas l'iPhone comme aujourd'hui. C'est pas le même prix. Mais non, j'étais déjà dans la vie active et tout, mais donc je dis non, je peux pas m'investir 5 ans comme ça en fait. Donc t'enchaînes les petits boulots pendant combien de temps? J'ai beaucoup axé logistique BTP. Ok. Et j'ai fait tous les postes, agent de quai jusqu'à responsable d'un entrepôt frigorifique. Ok. Donc tu grimpais à l'huile de coude quoi. Ouais. Parce que tu n'avais pas de diplôme, tu grimpais tu démarquais. À chaque fois, je faisais plus que les autres, j'étais avant les autres, je repartais après les autres. Ouais. Okay. Mais donc ça a continué pendant un certain temps. Mais qu'est-ce qui a fait que par exemple, aujourd'hui, tu n'es pas responsable d'un entrepôt en Normandie de logistique? Il y a eu une cassure. Quelle a été la cassure d'après? Transition, la cassure. Parce que tu aurais pu oui, bien sûr. Personne se retrouve dans la vie active, puis tu montes un peu dans les échelons et tu en fais ta vie pendant 10 En fait, ans. c'est mon management déjà à l'époque qui il y avait de la friction par rapport à ça. Dans l'entrepôt en général. Ouais, en général, en fait, à partir du moment où du coup, je montais, j'avais des responsabilités, du coup, je devais gérer des gens. Et en fait, tu gérais la militaire. Non, pas autant que ça, tu vois. Mais moi, ça m'insupporte. Quelqu'un qui est là, qui fait ses 8 heures, il n'a pas envie d'être là. Mais va-t'en, en fait, change. Pourquoi tu restes là? Et qui traînent les pieds. Et en plus, c'est ceux qui en font le moins, qui revendiquent tout le temps, qui machin. Moi, c'était insupportable pour moi. J'avais une vie très cadrée, militaire, etc. Où là, c'est au mérite, c'est à la méritocratie, tu vois. Là, tu tombes dans un monde. Méritocratie, ça n'existe pas. C'est le diplôme qui définit ton salaire. Le monde tu vois de l'entreprise. Le mec qui finit sa journée, il n'a pas terminé son truc, même pour son amour propre, tu vois. Je verrai demain. Mais mec, moi je partais pas tant que j'avais pas fini quelque chose. C'était pas pour mon patron, c'était pas pour l'entreprise, c'est pour moi en fait. Donc conscience professionnelle, il y avait un gros décalage. Et du coup, j'étais très rigide par rapport à ça. Forcément, j'étais dans un monde. Pas avoir des copains, toi, à l'entreprise. Ça dépend. Okay. Ça dépend. Ça dépend. Beaucoup parce que je sais que la majorité dans le monde du salariat sont en mode je fais le minimum possible. Je suis là pour faire passer les heures et attendre 18 heures. Quoi. Alors souvent, ce qui était marrant, c'était que le CIO, ça se passait toujours bien. Le patron, il me dit il me faut un mec comme toi. Il est content. Et tout le monde veut un flow. Hein. Voilà. Et sauf que du coup, mon N+1, à chaque fois, lui, il disait lui, il va me faire des vagues. En fait, tu vois, le gars, il est installé, il a sa zone de confort. Toi, tu as des idées, tu trouves des failles, tu dis on peut améliorer ça. Tout le monde est gagnant en fait. On améliore notre confort de travail, notre poste de travail, ou la rentabilité, la productivité. Pour moi, c'est un challenge, tu vois, tout le temps d'améliorer. Et le gars, il dit déjà, il avait peur que je prenne sa place. Classique, parce que forcément, je lui dis c'est quoi? Explique-moi, toi en tant que manager, c'est quoi? Il va le voir t'attends quoi de moi? Il va dire. Donc j'essaie de comprendre son poste en fait, pour me dire, être proactif, lui proposer des idées. Si je connais son champ d'application.
Ouais, parce que lui-même a fait la même chose à l'ancien manager. Donc. Ah, j'étais très naïf à ce niveau-là. J'ai mis un peu de temps à comprendre que je me faisais kicker comme ça parce que justement ma démarche c'est toujours de mais je veux pas te piquer ta place, copain. C'est pas ça que je veux. C'est juste la curiosité en plus, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Tu enchaînes les expériences, mais à chaque fois ça va pas très très haut ou très longtemps. Ouais. Mais tout ça aujourd'hui, tu vois, en discutant, aujourd'hui je suis manager sur différentes structures, de différentes manières, dans différentes niches, etc., etc. Et du coup, ça m'a forgé en tant que manager, dans ma façon de manager aujourd'hui, comment je recrute aussi déjà à la base. Et ça a été très formateur en fait. Mais c'est marrant comment dans ta vie, il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. Sur le moment, il n'y a pas d'intérêt. Tu mets pas les puzzles ensemble. Tu dis que... Les pièces du puzzle, elles s'alignent et tu dis, putain, il y a quand même une... Tu sais, ça fait pas des trucs chelous. Même si moi, je pars dans tous les sens, il y a quand même un fil rouge et des trucs qui sur le moment, tu dis ouais, c'est bête à bouffer du foin, j'apprends rien, tu vois, je porte des sacs de ciment et tout. Mais non, aujourd'hui, ça te sert en fait. Le goût de l'effort, cette carrière-là aussi, tu vois, remonter après un échec, etc. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est que les gens sont pas prêts à l'effort du tout. Ou 5 minutes, tu vois. Mais dès que c'est un décalage, peu dur, et ça dans tout le domaine, ça peut être du sport, ça peut être même regarder une vidéo. Tu regardes une vidéo qui t'intéresse, un sujet qui t'intéresse, il y a une vidéo, tu vois 10 minutes, la flemme. C'est long. Comment tu peux te dire ça? C'est un sujet qui t'intéresse, personne t'oblige. C'est une passion, c'est un truc que tu kiffes. Mais 1x2, mais 1x1,5, mais ouais, la flemme. L'influence des réseaux sociaux. Ça, c'est une grande discussion. On pourrait faire un podcast sur ça. Mais restons sur Flo. Ouais. À quel moment Flo devient entrepreneur, e-commerçant ou entrepreneur? Ouais. Il y a un moment où tu dis, ok, le système, ça marche pas, les puzzles, je suis pas la bonne pièce. Je vais trouver mon propre puzzle, c'est ça? C'est quoi? Bah, c'est plus. Alors, j'ai pas. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas intuitif ni logique. J'ai pas d'entrepreneur dans la famille directement, tu vois. Donc, pour moi, le schéma, c'était fais ta place. On m'a toujours appris, tu commences en bas de l'échelle. C'est au mérite que tu vas créer ta carrière, etc., etc. Bon, j'ai vite compris que les codes avaient changé là-dessus et que du coup, au contraire, c'était pire que bien de faire comme ça, d'essayer d'être au mérite et d'aller chercher. Bon. Frustration, je me dirais, mais je teste plein de domaines et je reviens toujours au même point, c'est moi qui va pas en fait. Donc je dis, c'est moi qui va pas ou c'est le système qui va pas? Je change de système à chaque fois, ça revient à moi, donc c'est moi le problème. Et je me voyais comme un problème. C'est moi qui avais un problème qui devait arrêter d'être exigeant avec moi-même, tu vois, de faire comme beaucoup de monde, tu vois, lâcher l'affaire en fait. L'épanouissement professionnel, bah vas-y, lâche, fais-toi ton salaire, trouve un épanouissement, je sais pas, dans un sport, dans un autre truc, mais le boulot, oublie l'épanouissement. Et pour moi, c'est inconcevable. Donc j'ai toujours refusé ça. Et de ça, je me dis, mais qu'est-ce qui existe en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et un jour, et souvent on m'avait dit ça, il me dit, si t'es pas d'accord avec un truc, fais toi-même ces process-là dans le management et tout ça. Il y avait toujours une hiérarchie. Et toujours on me disait, tu veux, parce que là tu exécutes, tu as toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi qui te dit ce que tu as à faire. T'es pas d'accord avec le process là, sois décideur. Pour être décideur, il faut que tu sois là. Donc fais en sorte d'être là en fait. Tu veux aller au bout de tes choses, tes idées, tu veux pas exécuter, tu veux décider et machin. Ok, bah du coup il faut que tu montes. Et là, bah, c'est l'entrepreneuriat qui s'est dessiné au fur et à mesure des rencontres et tout ça, de comprendre que bah, mets-toi à ton compte en fait. Il n'y a que là que tu iras au bout de tes idées. Et surtout que j'ai toujours voulu assumer mes erreurs. J'avais pas peur d'assumer mes erreurs. D'accord. Et est-ce que tes premières aventures dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'était une réussite dès la première fois? Est-ce que tu as testé plein de choses avant que ça prenne? Alors qu'est-ce que tu définis comme réussite? Après, c'est toi qui définis comme tu veux. De réussite pour moi, peut-être pour les gens qui nous écoutent, ouais, on va dire financière. Okay. Tu te dis, je peux gagner ma vie grâce à cette aventure entrepreneuriale. Alors, ce qui est bizarre, enfin, aujourd'hui, je le perçois comme ça parce que pour coacher beaucoup de gens, c'est des questions ces questions que tu me poses, je les pose et je fais ce travail-là avec les personnes. Et beaucoup, oui, c'est l'argent. Mais moi, c'était pas l'argent. Déjà, je vivais pas de grand chose, etc. J'étais plutôt rudimentaire, tu vois. Je suis pas matérialiste et tout ça dans ma façon de faire. Donc, j'ai jamais vraiment souffert, même en ayant peu d'argent. Bon, je m'en contentais pas. J'avais une ambition quand même d'aller beaucoup plus loin que ça, mais j'en souffrais pas plus que ça. Donc, pour moi,
l'entrepreneuriat, j'avais compris que c'était pas j'essaye un truc, ça va marcher. Ça allait être un marathon. Je vais devoir subir des trucs, prendre des coups, c'est sûr. Comment tu l'as compris ça en fait? C'était en observant les gens en fait. Ok. Avec l'expérience que tu as eue dans les petits boulots, dans les entreprises. Ouais, ça. Et parce que à force, mes discussions, comme c'est plus les CIO avec qui ça matchait mieux, ils étaient contents. En fait, j'étais libre de discuter et ils me jugeaient pas et tout. C'était les petits chefs en fait, ce qu'on appelle les petits chefs qui eux me court-circuitaient. Mais du coup, en fait, c'était une super discussion déjà à l'époque avec des entrepreneurs pas digitaux, mais du monde physique, tu vois, un restaurant, un kebab, ce que tu veux, un fleuriste et un taxi, tous ceux qui étaient à leur compte, je posais déjà des questions sans le savoir en fait. Et eux m'ont éduqué, ils m'ont dit tu vois. Tu faisais mentorer en fait sans que tu le saches. Ouais, carrément. Et eux-mêmes ne faisaient pas ça vers moi en fait. C'est naturel, c'était un. Tu vois, j'ai commencé. Franchement, c'est pas facile. Hein. Tu vois, il faut que tu attendes 3 ans. La première année, surtout, tu vois, il y en a beaucoup, ils font l'erreur, ils tapent dans la caisse, ils se payent. Non, la première année, tu touches pas à la trésor et machin. Moi, ils me parlaient chinois, trésorerie, machin. Mais j'essaie de garder des bribes. Mais à force de discussion, les mois qui passent et les différentes personnes que tu vois, ça commence à se développer en fait. Puis tu dis, de quoi il me parle? Ok, je vais regarder Internet, encyclopédie, machin. Et est-ce que tu te rappelles de ta première aventure dans l'entrepreneuriat? Le premier truc que tu as lancé, c'est quoi? C'est un kebab ou c'est une boutique de commerce Le premier truc que j'ai lancé, c'était une boutique drop. Ok. Un e-commerce. Ouais, c'était une boutique drop. Super. La boucle. Comment tu as lancé cette boutique e-commerce Comment tu as découvert comment tu as découvert le en ligne? Parce que tu fréquentais beaucoup d'entrepreneurs physiques. Enfin, tu demandais à tout le monde. À cette époque-là, ouais. La bascule en ligne et e-commerce drop, c'est fait comment? C'est même pas passé par une formation de drop. Le drop, c'est arrivé comme ça. C'est d'abord une formation, même pas pour le boulot, même pas pour gagner de l'argent. C'était pour moi apprendre la nutrition et l'activité physique. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué dans le podcast déjà la dernière fois. Donc je ne vais pas répéter et vous pourrez voir cette historique-là dans ce podcast de septembre 2021. Et qui m'a amené au fur et à mesure. Et dans cette formation de sport, qui était une formation digitale, formation en ligne, des coachs sportifs en ligne, à distance. Et quand je le dis, je me remets, je me dis, mais tu vois, j'ai même pas eu ce truc de me dire, mais attends, ça va jamais marcher, le coach, faut qu'il soit là, en plus un coach de sport, faut qu'il te manipule, ou en tout cas, comment il peut à distance comment faire J'avais même pas cette idée de me dire, ça va pas marcher, c'est sûr, c'est de la merde, c'est impossible et tout ça, tu vois. Maintenant que je le dis, tu vois, j'ai même pas eu ce filtre-là. Cette croyance. Non. Et pendant la formation, du coup, là, je découvre beaucoup de gens dans la formation. Je suis encore un ovni, en fait, un salarié. Il y avait plus des entrepreneurs, déjà, et un peu de nomades digitaux. Et là, je dis, eux, ils voyagent. Déjà, ils étaient plus jeunes, parce que moi, déjà, j'étais un ancien à l'époque. J'avais, quand j'ai commencé, j'avais 35 ans. La moyenne d'âge de ceux qui étaient, en drop, c'était 20, 19, 20, 21, 22. Moi, 35. Je dis ok. Mais et non, dans cette formation, beaucoup d'entrepreneurs et une formation qui communauté. Donc, je découvre le sens de la communauté. En ligne. Des gens qu'on se connaît pas, je sais pas qui c'est. Ils me jugent pas. On est dans le même bateau. On a des objectifs très spécifiques chacun, mais toi il y avait déjà ce concept là, j'ai kiffé ça et là je discute, tu fais quoi? Moi je fais ça, il y a des avocats, des médecins, des machins, je dis ça je connais, je vais pas faire ça. Mais moi je fais tel business et moi je vais en Thaïlande et moi je vis dans tel pays, je vais au Mexique. Mais vous faites la formation, on fait tous la formation, il te faut une salle de sport, que je sois au Mexique ou que tu sois en France, je fais le programme en fait. Mais tu fais quoi dans la vie? Et moi je m'attendais à ce qu'ils me disent, il a fait des études de fou, il a un métier j'ai gagné le loto. Non, je savais que c'était pas des rentiers ou des gens qui avaient gagné au loto, mais je me dis, par où ils sont passés ces gens-là? Quelle école ils ont fait? Moi je suis pas au courant de ces trucs. Quel cursus ils ont suivi? Et du coup je commence, et ça match en fait. Là tout se met en place, je me dis putain, le feeling il passe, la mentalité, ils me jugent pas, c'est super, ça passe crème en fait.
super bienveillants, différents âges. Je vois que ça me tire vers le haut, en fait, c'est positif. Mon quotidien, il s'améliore parce que ma tête, tu vois, mes idées, le brouillard commence, même s'il y a plein d'idées, parce qu'il y a plein de métiers, il y a plein de trucs. Là, je vois une dynamique qui s'installe sans la vouloir. Plus moi, je fais le programme parce que j'apprends le sport, tu vois, je me transforme physiquement et tout. Donc, il y a tout un... Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle des routines, on n'avait pas mis ce mot-là déjà à l'époque, mais c'est ce qu'on avait fait. Ouais, c'est beau, hein. Tu trouves ta communauté, tu trouves ta place en fait dans la société. Tu te dis enfin, après avoir testé les kebabs, les pompiers, là je suis vraiment à l'aise. Je me dis pas enfin, parce qu'il y a toujours ce truc de me dire j'ai tellement essayé de trucs qui n'ont pas marché. C'est pas encore validé. Sors pas les trompettes, tu vois. Donc ça t'amène à te lancer dans le dropshipping, l'e-commerce? Même pas, déjà dans cette formation, je m'investis. Ok. J'ai dit, tu vois, j'étais membre et je me dis ouais, j'ai des idées et tout. L'aspect communautaire, tu vois, j'avais déjà beaucoup, étant pompier et tout ça, t'as l'esprit de groupe, t'as l'esprit, tu vois, et ils voulaient insuffler plus dans la communauté, renforcer ce côté solidaire et tout ça. Donc, il fallait trouver des idées. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai proposé, et j'ai intégré, j'étais un parrain, on a mis un système de parrainage, les parrains et tout. Et après, j'ai aussi travaillé pour une partie commerciale. Ouais, et ça, c'est mon incubateur en fait. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me le surtout, définis. Voilà, super important, encore une fois, ta curiosité. En fait, là, tu rentres en tant qu'élève dans ce programme-là. Tu veux te former, mais grâce à tes suggestions, grâce à ta prise d'initiative, tu dis ah tiens, lui, il peut nous aider dans. Ah, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ouais, donc je pense que les gens pourraient beaucoup utiliser ça dans leur... Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent bah, je sais pas par quoi commencer en fait. Je veux par exemple, je reçois des messages tous les jours, je veux travailler avec vous, je veux... mais non, ça marche pas comme ça en fait. Ouais, non. Il faut donner, il faut donner pour recevoir. Voilà, il faut prouver dans l'action que vous méritez en fait de... c'est la discussion qu'on a eue cette nuit avec Mehdi. Où justement j'essaie de lui apprendre des choses, tu vois, il veut monter et tout ça, et je lui dis tu vois, une des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est pas bien sûr, ok, on travaille ensemble, l'idée, ce que moi j'attends de toi, c'est pas que tu me remontes un problème, oui, il faut que tu m'informes, mais le niveau 2, on va dire, du leadership, c'est tu me remontes le problème et tu me proposes des solutions, qu'elle soit bonne, pas bonne. Moi, ce que je vais retenir, c'est ta démarche. C'est pas genre, ouais, Flo, il y a ça à faire, ouais, ça, il y a un problème, ça, faut régler ça, machin. Ouais, moi, t'es mes yeux et mes oreilles sur ton terrain. Tu dois m'en remonter. Mais viens avec des propositions. Et c'est comme ça que je vais te tirer vers le haut, à t'apprendre. Déjà, comme ça, je me dis, tiens, il réfléchit, tiens, il a pensé à ça. Même si c'est une mauvaise idée, c'est pas grave. Ce que je retiens, c'est le fond, pas la forme. Ouais, en fait, c'est l'attitude, en fait. C'est l'attitude. Voilà, tout s'apprend, en fait. Les compétences, les décisions, les algorithmes, voilà, tout s'apprend. Mais c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est ça qui fait que tu peux avancer rapidement. Et surtout, le fais pas en attendant de recevoir quelque chose. Ouais. Les gens sont pas patients. Ouais, tu le sens aussi. Tu sens que c'est la personne. Ouais, tu me payes combien? Elle a juste, voilà, pour 2 heures. Pour que tu me donnes juste derrière, en fait. Et les gens veulent pas ça, en fait. Voilà. L'humain ne veut pas... Ah, il veut l'effet immédiat. Et même maintenant, c'est même pas je le fais, c'est avant... Qu'est-ce que j'aurais qu'est-ce que j'aurais pour me dire est-ce que ça m'intéresse de le faire ou pas, tu vois. Là, c'est à l'opposé. Et malheureusement, c'est trop grosse majorité de gens. Et donc les commerces, on va accélérer un petit peu, ça fait déjà 1 heure qu'on est on n'a pas encore parlé de l'e-commerce. Tu n'as pas fait une vente, Flo, en e-commerce. Donc l'e-commerce, comment ça se passe? À quel moment tu te lances? Est-ce que tu as une réussite dès le début? Parce que tu as eu quand même pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat, même un petit peu dans le business en ligne. Mais à l'époque, pas du tout. Du coup, je prends une petite formation. Enfin, je dis petite aujourd'hui parce que ça a évolué, mais pour moi, c'était la formation. Je m'avais bien closé en plus. Je me dis, c'est bon, j'ai tout le programme. Ah. Grâce à ça, je fais un voyage à Bali. Ils proposent un voyage à Bali. Okay, donc c'était pas avec nous, c'était pas en libre ou quoi? Non. C'était une petite formation à l'époque, avec le contexte, la vision du drop qui était donnée, qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Voilà. Juste après. Ouais. Et ils te proposent donc un séminaire, un truc, une rencontre payante à Bali? Une retraite, je crois. Une retraite? Ouais, ils appellent ça un séminaire. Un séminaire de 10 jours à Bali. Et objectif, par contre, c'était très clair, c'était l'objectif. On bosse le matin, l'après-midi. En fait, on veut vous montrer le lifestyle, ce que vous pouvez obtenir pour vous motiver
À le faire. à le faire. À le bosser. Voilà. Donc du coup, Bali, tu dis on bosse le matin. Ton premier Dans voyage. le cadre quand même plage, machin, tu vois, un spot On bosse hyper comme un sympa. digital nomade. On bosse et c'est là que je découvre, je dis mais c'est ça ma vie en fait, c'est ça que je veux. Ok. Là, Je peux voyager en travaillant et je peux travailler en voyageant. C'est ça, c'est en fait. Ouais, pas mal. Ça a été le déclic. Vraiment de me dire c'est ça Là, il que n'y a je pas de veux. doute. Là, il n'y a plus de doute. Est-ce que ça va pas marcher? Là, je veux ça. C'est ça que je veux. Non, même si de toute façon, mais ça a renforcé ma croyance de me dire, ouais, je sais que ça va pas forcément marcher du premier coup, mais peu importe, je y arriverai de toute façon. Peu importe ce que ça doit coûter en énergie, en sacrifice. Est-ce que ça marche justement du premier coup? Non, j'ai mis 8 mois. 8 mois à quoi? 8 mois à être indépendant financièrement, à faire des millions. Non, 8 mois à faire avant de tomber sur vous en fait. Pendant 8 mois, j'ai testé 3 boutiques. J'ai recommencé 3 boutiques. J'ai fait les erreurs de fou. Hein. La première boutique, je ne l'ai pas lancée avant d'avoir 50 produits, 50 fiches produits prêtes. J'étais en perfectionnisme de fou. Mais j'étais pas guidé, j'étais pas accompagné. C'était des petites vidéos théoriques. Ah oui, c'est vrai qu'en soi, il n'a pas menti. Mais c'est des vidéos... C'est pas personnalisé, c'est pas accompagné. Du tout. Pendant ce temps-là, du coup, pendant ces 3 boutiques d'essai, que tu vas en Estonie ou c'était après? Qu'est-ce que tu fais pendant ces échecs-là? J'imagine que tu n'as pas un boulot à côté. Tu fais quoi à côté pour gagner, pour payer les factures? Non, je faisais du closing. Okay. D'accord. Donc tu avais quand même un métier à côté qui te permet de payer les factures. Grâce à la formation sport et nutrition que j'ai évolué dedans. Après, je suis passé sur la partie commerciale. Donc Tu gagnais combien à peu près grâce à ça? Est-ce que tu étais confortable? C'était le minimum pour payer les factures? Les commissions, c'était 47 € la commission. Hein. D'accord. Donc pour sortir... C'était le minimum pour survivre, quoi. Ah oui, il y avait zéro extra, il y avait rien du tout. Hein. Tu vivais où à ce moment-là? J'étais en France. En France. Okay. Bali, tu as juste été 10 jours et t'es revenu. J'ai fait un all-in, j'avais plus d'argent dans le compte. Le billet d'avion. J'ai fait un all-in et juste après, je m'inscrivais au Pôle emploi. Et ce mois de carence, parce qu'il y a un mois de carence, lui, je ne l'ai pas anticipé en fait. Là, ce mois-là, il était très très dur parce que 0 rentrée d'argent et t'as cette carence à attendre pour qu'après le Pôle emploi prenne le relais. Tu vois. J'ai bossé toute ma vie, tu vois, donc j'avais le Pôle emploi full. Tu vois. Et je crée la société en auto-entreprise et je demande une capitalisation. C'est-à-dire que je n'actualise pas tous les mois pour avoir mes indemnités. Tu as la possibilité... un gros chèque, c'est ça? Non, en fait, quand tu crées ta société, tu as cette option-là de dire, ok, vous avez combien? J'avais 18 mois, ça représente tant. Si vous faites une capitalisation, on peut vous mettre à disposition 45% du capital des 18 mois là. D'accord. Alors, en 2 fois. Moitié des 45% là maintenant, avec commission, tout ça, ils étudiaient le dossier. S'ils validaient, c'était bon. La moitié des 45%. 6 mois plus tard, il fallait que je redonne une preuve que mon cabis, que ma société, je ne l'avais pas fermée, etc. Et ils donnaient la deuxième moitié des 45%. Et pourquoi tu as fait ça? Tu voulais quoi? Tu voulais investir plus? Parce que... parce que tu avais tes abonnements, budget publicitaire. Tu voulais plus vite, Tu voulais développer ton e-commerce. Et en fait... Ça, c'était après les 8 mois ou pendant les 8 mois? Pendant. Et j'imagine quand ça marche pas, et t'as pris la moitié. T'es all-in, là, tu prends tous tes droits. Là, tu vois les dépenses, même si tu fais gaffe, tu vois le mois, ça descend. Ah oui, tu as 6 000 €. Mais j'avais 6 000 €. La première tranche, c'était 6 000 € que j'avais. Et j'avais jusque de octobre jusqu'à juin à tenir avec 6 000 €. Wow. Donc moins de 1 000 € par mois si tu en investissant dans ton business aussi. En ayant ça, en ayant toujours ta vie de tous les jours, la voiture, l'essence, l'assurance, le loyer. Bali est fini, ça n'a pas forcément décollé. Tu retrouves un même concept, je crois, à peu près en Estonie. En fait, non, c'est cette formation-là. C'est eux aussi, d'accord. Du coup, je vois qu'il y a un des fondateurs, un des coachs qu'on avait, qui animait le groupe Facebook, en fait, il se met en Estonie. Pour du business, tout ça, je vois, c'est la première fois que j'entends parler de l'Estonie, e-commerce. Il quitte l'Espagne pour faire sa société là-bas. Je me dis, vas-y, c'est pas loin, je m'intéresse. Déjà, où est l'Estonie? Première étape. Je savais que c'était pas très loin, tu vois, mais voilà. Du coup, où est l'Estonie?
Et du coup, je le contacte, je dis ouais, j'aimerais bien te rencontrer, sachant qu'on avait fait Bali ensemble, tu vois. Donc on s'était pratiqué, je suis pas arrivé comme ça, comme une fleur. Je dis vas-y, j'aimais bien Bali, tu vois, on a discuté, tout ça, la dynamique, j'ai besoin de ça en fait. Je veux pas te pomper l'air tous les jours, mais si on peut se croiser, tu me donnes des tips, tout ça, parce que là je galère, franchement, j'arrive pas à avancer, je comprends pas, la formation elle s'arrête comme ça et je comprends rien à ce que je fais en fait. Okay. J'ai besoin de matière, j'ai besoin de comprendre en fait. T'as besoin d'accompagnement, t'as besoin de te guide un peu plus quoi. Il me dit vas-y viens, moi je loge là, ok. Et là j'y viens les thunes et tout. Je vois bon, billet d'avion 150 €, l'aller. Je fais ok. Je regarde les logements, hôtel, je vois des prix, je vois là non jamais. Et là c'est là que je découvre Airbnb. Ok. et du coup je dis putain c'est bien ça Airbnb. Je regarde machin. Tu filtres pas les prix ou pas? Plus cher ou moins cher? Bah, au début, non, tu vois, moi je suis là. L'inverse. Je vais voir un petit peu. Excuse-nous, ça. Et après, alors ça c'était au mois de février, du coup j'y vais au mois de février, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, j'arrive. Et j'avais booké 5 semaines. D'accord, dans un appartement. Airbnb. Il découvre la plateforme et book 5 semaines. Airbnb, bah non, mais je me suis dit, si j'y vais pas pour 4 jours. Tu vois. Je vais maximum sur place, je vais pas aller le voir tous les jours à travailler, aide-moi. Je vais distiller dans le temps, mais il faut que je me donne les moyens. 5 semaines. Airbnb, j'ai pris le truc 80 € pour un mois. 80 € le mois. C'était la fameuse chambre. De quoi le mois. 80 € le mois. En Estonie, ils sont dans l'Union Européenne, l'Estonie. Ouais, mais la chambre n'est pas européenne en fait. C'est une chambre. C'était quoi les chambres pas européennes? Ah, c'était un bout de couloir. Un bout de couloir. On mettra les photos, je pense. Ouais, si t'as les photos, on pourra les mettre. On va les mettre au moment où on parle. Mais tu te douchais où du coup? Parce que tu nous l'as dit un peu avant, mais. Ouais, en fait, il fallait monter, traverser une salle de danse classique et tout ça, tu vois, les ballerines et tout ça. Ouais. Donc c'est un parquet et il y a un vestiaire. Le vestiaire et douche. Ah, t'as même pas les toilettes en fait, t'as même pas les toilettes. Non, c'était du coup. Ah ouais. Et il fallait que je remonte, arriver dans une chambre. C'est difficile de dire le mot chambre en fait. Oui, dans un espace. Un bout de couloir avec un. Ça s'ouvrait pas, c'était un vasistas qui s'ouvrait pas. Ah ouais, les ronds tout fermé là, ouais, épais. Épais. Donc tu vois pas le jour de la lumière, rien, pas le ciel, tu vois que dalle. C'était une dinguerie. T'avais pas 19 ans, hein. Tu sortais pas de. Ah bah non. Non, t'étais quelqu'un dans la vie active qui a fait déjà. Je m'en foutais en fait, parce que je me suis dit, tu vois, cette chambre à 80 €, si elle était pas là, je pourrais pas venir en Estonie en fait. Mais est-ce que t'as quand même un peu la pression ou pas? Parce que là, en fait, la vraie pression, c'est en termes de finances, et t'as pris un voyage. Ouais, j'avais la pression de dire, mec, t'as 5 semaines, faut que tu maximises le plus que tu peux, faut que ça décolle. Et du coup, ça a décollé? Non. Okay. Ah, déjà, au bout de 3 jours, 4 jours, allez, 4 jours, je suis gentil, 4 jours, on se voit, on se côtoie, tout ça, je pose des questions et je vois, il botte en touche, il répond pas, il est fuyant. Et moi, mes questions sont très techniques, pragmatiques, hein. Je sais pas, on brainstorm, c'est architecte, très pratico-pratique, exactement. Bon. On l'a sorti, on l'a validé, c'est coaché. Et là, je vois qu'en fait, il pratique plus du tout ce métier, en fait. Ok. Et là, je me dis, ouais, super, j'ai 5 semaines, j'ai payé 5 semaines, je vais pas rentrer la queue entre les jambes, hors de question. Estonie, je connais personne. Tu parles pas la langue? Non, je parle pas la langue. Et lui, il m'avait dit, bah, tu vois, bosse dans les. J'allais pas bosser dans la chambre, j'avais pas de wifi et tout. Donc j'allais dans les coworking. Donc c'est vrai, il m'avait bien guidé sur les coworking. Et là, je vois, ça parle MLM, ça parle. Il n'y a pas e-commerce un peu là, vite fait. MLM, sport, machin, infoproduits et tout, coaching. Et c'est là où je suis tombé sur Thomas et Camille, qui étaient infopreneurs. Pour leur formation, tout ça. Et ça a commencé comme ça, mais là j'étais dans le dur, la toute première fois qu'on s'est vu avec Thomas et Camille. Ouais, et je pense qu'ils l'ont pas vu, ils l'ont pas remarqué, mais moi je buvais un café pendant la journée, tu vois. Un café toute la journée, non, pour le cours, un americano, pour le café, quoi. Un vrai americano, pas thaïlandais, tu vois, un americano américain, tu vois. Et ça tenait toute la journée. C'est fou. Ouais. Parce que là j'étais sec. Hein, ouais, donc Thomas et Camille, on les avait croisés en Thaïlande et on venait de lancer notre premier programme de formation e-commerce
Et ils étaient là au tout début. C'était 2018. Et je pense que c'est là qu'ils t'ont guidé vers nous, c'est ça? Ouais, la deuxième fois que je suis revenu en Estonie. Parce que du coup, je fais les 5 semaines, je les croise un petit peu comme ça et on parle. Et là, je découvre sa formation natation à distance. Et ça m'a pas choqué parce que moi, la formation de sport et nutrition, c'était à distance. Ouais. Mais je dis quand même, le challenge, apprendre à nager à quelqu'un quand même à distance, c'est chaud. En vidéo, et je voyais des débutants, même des triathlons et tout, des athlètes qui faisaient leur programme et tout. C'est solide, hein. Franchement, business model et tout. Bref. Et du coup, on parle comme ça, et il me parle de son business model. Il me dit, ouais, tu devrais coacher, tout ça, t'as ce truc. Je fais, attends, je reste focus. Il faut que ça marche e-commerce, je dois pas lâcher. Il n'y a pas moyen. Je sais qu'il y en a qui marchent et qui y arrivent. C'est juste, j'ai pas les bons outils ou pas les bonnes personnes, ou c'est moi, mais ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. Donc, j'avais pas ce doute. Impossible. C'est soit c'est moi qui est con et j'y arrive pas, ou je suis pas avec les bonnes personnes. Mais comment ça se fait, ça marche. Qui t'a vu réussir en fait Est-ce que c'est sur YouTube? Comment tu sais que ça marche? Dans cette petite formation, il y avait déjà des personnes qui avaient réussi. Ouais. Qui étaient plus anciens que moi, qui étaient à Bali, qui avaient déjà un peu de résultats. D'accord. Et tu les as vus physiquement? Ouais, du coup, je les contacte et tout. Ils me disent, tiens, Flo, faut que tu bouges, faut que ça suffira pas en fait. Il faut que tu la formation elle est pas assez complète, etc. Ouais. Voilà, elle a fait. En fait, c'était une initiation, c'est pas une formation. Et je la regrette pas du tout parce que c'est elle qui m'a permis d'ouvrir des portes, de rencontrer des gens en fait finalement. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici. Donc, mais ouais. Camille, à un moment donné, te dirige vers nous. Tu rejoins. Je fais les 5 semaines, je rentre. Ouais. Là, c'est raide. Toujours pas fait de vente. Et là, du coup, je me dis, il faut que je reprenne le closing. Il faut faire entrer du cash. Je tiens pas jusqu'à juin, ma prochaine, mon deuxième solde là, je devais toucher 7000 €. On était avril, mai. Moi, je suis déjà sec. Il me reste 150, 200 €. Qu'est-ce que je fais? Là, t'aurais été vraiment. Ma seule compétence que j'ai. Ah bah oui. Ouais. Et là, je reviens aux fondamentaux. Attends, t'as des mains. Ouais, mais reprendre un boulot, intérim et tout, il te faut du temps pour la boutique. Qu'est-ce que tu peux faire en fait? En fait, tu as des compétences digitales. Ouais, et c'est pour ça qu'on raconte toujours avec Adam compétences, le closing. Et ces compétences-là, c'est parce que je me suis investi dans la formation sport et nutrition, tu vois, et j'ai donné. Et ce que j'ai reçu, c'est une compétence qui après m'a sauvé la vie en fait. Alors que moi, si j'étais venu dire vas-y, je propose ça, mais tu me payes, etc. Tu vois, tu m'emploies. J'aurais pas eu l'opportunité, peut-être on n'aurait pas fait le deal et tout ça. Ouais. Et donc la compétence, j'aurais pas appris. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais retourné à prendre de l'intérim et tout. J'aurais mis de côté la boutique. Et peut-être j'aurais complètement arrêté et changé autre chose. Et le drop e-commerce, je m'en serais désintéressé complètement parce que mes priorités auraient été différentes. Tu vois, c'est ça en fait. Donner pour recevoir, ça prend sens aussi dans ce sens-là. Il y a tellement de choses que j'ai fait sans attendre rien en retour, qu'on me donne quelque chose. En fait, apprends-moi. Ouais, je pense que tu as beaucoup investi en toi et on le voit, hein, malgré ta situation à plusieurs reprises compliquée financièrement. Tu as investi en toi alors que les gens sont dans le confort et ils ont peur d'investir. Et je pense aujourd'hui, c'est le fruit de tous ces investissements-là, soit en temps, soit en effort, soit en argent même aussi. Et ça prouve que voilà, même si ça ne marche pas du premier coup, du deuxième coup, si on continue à le faire, ça va prendre. C'est obligé. C'est obligé. Donc tu rejoins le programme et je pense, on va résumer un petit peu l'histoire pour en faire parce que ça fait plus d'une heure qu'on est là. Donc tu trouves, j'imagine, la pièce puzzle manquante pour que l'e-commerce, ton aventure e-commerce, te permette de vivre de cette activité-là à 100%. C'est là où je vous découvre vous, par Thomas et Camille qui me disent on a des amis à Bangkok et tout, on les a côtoyés. Donc déjà, Thomas et Camille, du coup, je leur apportais du crédit, la légitimité, je leur faisais confiance en fait. Ils m'ont dit on a des amis, on les a pratiqués et tout, ils sortent un programme. Et c'est ça que tu aurais besoin, tu vois. Ils savaient ma situation, ils voyaient que j'y allais et que je lâchais pas l'affaire. Ils me disent tu as besoin de plus en fait, de vraiment rentrer dans les détails de la compréhension de ce que c'est que ce business. Il me dit nous on fait pas d'e-commerce, mais on les a côtoyés, on a vu, ils chiffrent bien et ils lancent ça. Je dis vas-y bingo, moi je signe, c'est où? Et c'était encore un chrome à mettre. Et j'ai pas hésité en fait. Pour moi c'était la lumière au bout du tunnel, alors que j'avais pas de certitude, juste parce que eux me l'ont dit.
Et parce que je les ai côtoyés pendant plusieurs semaines et tout ça, et que j'ai vu que ils avaient rien à me vendre en fait. Ils avaient pas de, ils avaient aucun intérêt à me dire n'importe quoi, tu vois. Après ils m'ont dit voilà, nous la formation c'est nouveau, ils la sortent. Nous ce qu'on sait c'est que c'est des e-commerçants, ils savent ce qu'ils font et ils vont enseigner ce qu'ils pratiquent. Je dis bah c'est ça que je veux moi. De toute façon c'est le pratico-pratique. Clairement. Bingo. Moi tu m'apprends un truc si tu le fais toi. Si c'est la théorie, laisse tomber, je vais à la bibliothèque ou sur internet, moi aussi je peux lire des trucs de la théorie en fait. C'est facile. Ouais, et là, j'essaye, je me mets en place, je découvre que vous avez vraiment une vision et ça match, que c'est un business long terme et que c'est un marathon. Ça va pas se faire comme ça. Il faut être plus intelligent. Il y a du marketing, faut apprendre. Il y a des compétences à acquérir. C'est pas juste, je fais une boutique comme ça, je mets des produits, je mets un prix et hop, on lance comme ça et t'as qu'à encaisser. Parce que c'était le discours en fait à l'époque, hein, clairement. Ouais, malheureusement, beaucoup de business. Et là, je dis, ça y est, enfin. Des gens qui mettent des mots sur ce que je pressens, que je veux que ça soit un vrai commerce. Il y a un potentiel de ouf. C'est un business à long terme. Là, je vois qu'il y a des petits process au début. Hein. Il n'y avait pas de vraie formation au départ. C'était pas le format. Mais je vois les discussions. Et il y avait des gens déjà qui étaient dans ce groupe-là, qui étaient déjà plus évolués. Je suis mais ça y est, en fait, je suis au bon endroit. Ça parle. On faisait un Zoom tous les dimanches, je me rappelle. Mec, j'étais à l'heure. Je prenais mes notes. Et tu vois, c'était des phrases, tu vois, tu disais, bah tiens, je te conseille de mettre ça sur ta boutique, telle application. Ouais. Tu disais pas, tiens, le lien, c'est ça. Du coup, il fallait qu'on aille sur Google, chercher, les gars, il a dit ça, comment ça s'écrit? Ok. Et là, il fallait décortiquer, comment j'implémente ça. Il n'y avait pas de process, il n'y avait pas de... Là, aujourd'hui, tout est guidé, tout... Non, mais c'est vrai, en fait. Et je dis pas que c'était mieux avant ou moins bien avant, peu importe. Mais il y a quand même une grosse évolution. Ouais, je pense que ce qui te manquait, la pièce du puzzle, c'est l'accompagnement, c'est l'échange. Ouais. Comme tu as dit, il n'y avait pas que moi et Adam qui étaient dans le terrain tous les jours, c'est que toute la communauté était dans le terrain tous les jours et tout le monde pouvait apporter sa petite pierre à l'édifice. Et si on clôturait le podcast avec le Flow du futur, qu'est-ce que Flow du futur envisage? Quels sont tes prochains objectifs? Parce que là, de l'autre podcast à celui-là, tu as fait plus de 5 millions, c'est ça? C'est énorme, donc 5 plus 3. Ah oui, pardon, 8 en tout, ouais. Donc aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que Flow vise dans les prochaines années? En termes de business, tu parles? Ouais, en termes de business, lifestyle. C'est très lié en fait, de toute façon. Est-ce que tu veux voyager encore plus? Alors j'aimerais quand même. Tu as des pays en tête peut-être? Bien sûr, je sais que j'ai pas assez d'une vie, j'aurais pas assez d'une vie pour découvrir tous les pays, tout le monde. Parce que moi j'ai une conception, c'est pas je me mets dans un hôtel, Marmara ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai visité la Thaïlande. Non, j'ai besoin d'aller sur place. Dans les coulisses. Ouais, dans les coulisses. Et tu vois, même le Maroc où ça fait quand même sur 2 ans, j'y suis allé peut-être au total au cumul 9 mois, 9-10 mois, pas facile. Je peux pas dire je connais le Maroc. Je connais Marrakech parce que c'est là où je loge, où je me mets, et encore j'ai pas tout vu et c'est juste une ville. Ouais. Tu vois, Marrakech c'est pas le Maroc. Tu vois, c'est comme Paris, les Français c'est pas les Parisiens. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup non. Alors là c'est vrai qu'il y a une fréquence sur 2023 où on s'est engagé à être plus en présence pour nos membres, donc organiser des événements et tout ça, et ça je kiffe. Je crois qu'on a tous à cœur de vouloir se rencontrer avec eux parce qu'on partage beaucoup. Et mais là j'aimerais plus maintenant avec la trésor, avec tout ça, l'immobilier, là maintenant je vais poser en fait. Je vais poser ma vision déjà de l'époque. Je me voyais déjà en Thaïlande, c'était dans mon dashboard. Ok. 2018 et la Thaïlande, je viens d'arriver juste là. On est en 2023. Okay. Alors bien sûr, j'aurais pu venir bien avant. Là, c'est pas une question de finance, mais voilà, le pourquoi le vision board, il s'est fait pas forcément dans le timing que j'avais décidé, mais il est arrivé quand même, tu vois. Bref. Donc j'aimerais me poser. En fait, je me voyais déjà je me vois dans le futur avec plusieurs points d'ancrage. À Bali, j'ai kiffé Bali. La Thaïlande, j'aime bien. Maroc, ça a été une découverte et je suis tombé amoureux vraiment du Maroc, de la culture et tout ça. Ça, c'était pas dans mon vision board. Et le Maroc, j'y suis allé pour un mastermind qu'on a organisé. C'est l'opportunité qui a fait que.
Alors vous aussi, vous me l'avez bien vendu, hein, vous êtes marocain. C'est vrai que vous m'avez accueilli avec une très grande hospitalité, vous m'avez tout de suite mis dans le bain et tout. Donc forcément, ça aide quand tu introduis quelqu'un, tu lui montres le pays comme toi tu le vis. Moi, ça matchait tout de suite. Mais je me vois bien aussi sur le continent, peut-être canadien, Amérique du Sud, tu vois, avoir des points d'ancrage et fonder une famille peut-être. Et bouger selon comme on a envie en fait. Passer 6 mois là, 2 mois là, machin. Et on vit notre vie de nomade digital, il n'y a rien qui nous retient. La liberté on teste un pays, on voit ce que ça donne. Si ça dure 2 semaines, ça dure 2 semaines, ça nous plaît pas, on bouge. Enfin bref, tu vois. Et après, oui, si j'ai des enfants, la rythmique sera différente, la logistique sera pareil, les besoins seront différents. Donc en fait, je suis serein sur l'avenir. J'ai pas peur en fait, j'ai plus peur. Aujourd'hui, demain même, je perds tout. Même je suis endetté même. Je perds vraiment tout. Je suis endetté. Vraiment, tu me mets dans la pire situation. Je vais rebondir en fait avec toutes les compétences que j'ai aujourd'hui, que je pratique tous les jours, que je performe, que je vais chercher, que je me contente pas toujours de ce que j'ai. Et rien n'est acquis. Demain, tu me remets dans des. Je sais d'où je viens en fait. Ce que j'ai vécu. Bien sûr, j'aime le confort comme tout le monde, mais tu me remets. Et moi-même, je me mets des fois dans des conditions. Est-ce qu'on dévoile où est-ce que tu as dormi hier soir? Là, les amis, on est dans une super villa. Peut-être qu'on fera quelques photos dans le podcast. Ouais. Mais tu as choisi quand même de dormir. Ah, bon, là, en plus, c'est bien, c'est un transat. C'est une belle vue. Franchement, c'est cool. Non, mais c'est confortable. Mais des fois, en fait. J'ai besoin de ça, je me connais moi-même. En fait, quand ça devient un peu trop confortable, un peu trop, pour moi, c'est danger en fait. Il faut que donc volontairement, je me mets dans le dur en fait, parce que je sais que c'est là où je suis alerte, c'est là où je me repose pas sur quelque chose, c'est là où je vois que c'est pas acquis en fait, de voir que je peux perdre ça, que je peux revivre dans des conditions comme ça, tu vois, parce que vite tu peux être dans le confort, tu manques de rien, tu as accès à tout. Tu t'es salé, tu t'affaiblis. Du coup, tu te fragilises, forcément tu te fragilises. Et en fait j'ai remarqué que naturellement, c'est pas je me l'impose, dire tiens allez lundi je vais faire ça, non. Je ressens le besoin de me remettre en difficulté parce que je sens que le focus est plus pareil. C'est pas la motivation, elle est toujours là, mais mets-moi dans le dur et là je vais exploser, tu vois. C'est sûr. En fait, souvent plus tu me mets de pression, plus en fait je me renforce. Enfin j'ai cette image dans la tête en fait. Et plus tu me laisses tranquille, plus je me laisse porter en fait. Après je sais que je dis pas que tout le monde est comme ça, mais moi je fonctionne beaucoup comme ça. Écoute, encore une fois un super parcours. Je pense qu'on a besoin de faire plusieurs podcasts parce que je sais qu'on a gardé des phases, faire des thématiques. T'as vécu plusieurs villes littéralement. Une bibliothèque dans le podcast. En tout cas c'est super inspirant. Pour moi ce que je retiens c'est il faut être curieux. C'est l'attitude avant tout. Ça coûte pas d'argent d'être curieux. C'est pas l'argent, c'est pas les connexions, c'est pas les difficultés, c'est votre persistance et surtout pas votre âge aussi, parce que beaucoup de gens qu'on voit réussir, ils commencent 35. Très tôt, ils ont des excuses, on a commencé très tôt, machin. Non, on peut commencer un peu tard, sans background carrément en ligne. Et apprendre en terrain et avoir un succès plus ou moins rapide. Donc ça marche pas jusqu'au jour ça marche bien. Et après ça peut aller vite. C'est Denzel Washington. Alors je sais pas si c'est lui, mais c'est lui que je suis souvent, qui m'inspire, les podcasts, tout ça, ou des citations. Tu vois, c'est ça qui me fait. Mais aussi c'est dans mon parcours à moi. Tu vois, j'ai toutes ces personnes-là en tête et quand j'ai un coup de mou, quand je doute, quand j'ai pas envie, c'est chiant, c'est pas la vie est rose tous les jours en fait. Tu dois travailler, tu dois t'arracher, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est jamais agréable en fait. Mais je préfère ça et tout le gain à côté qui est c'est sans commune mesure, tu vois. Mais c'est ça que je donnerais comme conseil aux gens. Déjà, faut se former. On peut pas deviner les skills, ça s'apprend pas comme ça. Et au-delà de la compétence. Ça suffit pas une compétence, apprendre techniquement à faire ça. Il y a tout l'envers du décor, la compréhension, l'étude de cas. Et chacun est différent, va le prendre Et si tu n'as pas un coach qui t'aide à comprendre, à te guider, à te challenger quand il faut te challenger, parce que toi-même, tu sais pas te botter le cul quand il faut, et c'est normal, c'est humain. C'est ça que... Et observez autour de vous, en fait.
même sans aller, tu vois, tu disais, ouais, on peut aller dans un EHPAD, tu vois, franchement, c'est formateur, ça discute avec les anciens de leur vie, ce qu'ils regrettent, etc., etc. Mais juste dans ta rue, t'as une petite mamie, une voisine que tu ghostes, t'évites toute la journée, tous les jours et tout. Franchement, intéresse-toi. Et implique-toi en fait. Implique-toi, ouais, c'est ça. Sois curieux, vraiment. Par les mains vraiment. en fait. Bosse avec des handicapés, tu vas voir si quand t'as un coup de mou, tu veux pas aller à la salle de sport, tu dis lui, il t'impose le respect, tu vois. Lui, il a pas le choix en fait. Et lui, il se plaint pas. Il dit pas tiens, ouais, la flemme. Non, lui, c'est parce qu'il veut exister, et il y a plein de processus, tout ça. Mais comment tu peux, toi, te dire, ouais, moi, la flemme, la séance, j'ai une journée de merde et tout. Lui, il est là, non, mec, moi, je suis là. Enfin, lui, il fait sa vie, en fait. Il fait sa séance de sport, il demande rien, il en fait plus que les autres. Tu vois, inspire-toi, entoure-toi de gens qui t'inspirent ou que tu respectes, en fait, dans leur acte, dans ce qu'ils sont, dans leur mentalité. Il n'y a pas besoin d'aller 100 km pour ça, il n'y a pas besoin de voyager. Ouais, surtout avec Internet aujourd'hui, voilà. En plus, dans une communauté, tu peux faire plein de choses, même localement dans ta ville. C'est une alchimie. Tu peux pas du jour au lendemain dire ouais, je réfléchis comme ça, je suis comme ça, je suis rigoureux, je suis discipliné comme ça. Non, c'est ton environnement. Plus tu vas créer un environnement propice à ça, plus ça va t'aider, plus ça va être facile. Mais si tu veux juste mettre un ingrédient et tu veux du résultat, non. Il va falloir faire ça, plus ça. Et l'effet cumulé, c'est les gens, ils sont inconscients vraiment du pouvoir de l'effet cumulé. Il y a un livre carrément là-dessus qui s'appelle l'effet cumulé, qui est vraiment un excellent livre que je recommande à tout le monde de les lire. Ouais. Et sur ça, Flo, on va... Et le coût de l'inaction, ça ce sera un thème... on a un podcast de ouf. Nouveau podcast. Vous comprenez les amis, la passion de Flo. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les coachs mindset aussi dans le programme Enfin Libre, on a vu sa passion pour... je fais un coucou à tous ceux pour l'humain, tout simplement. Qui sont dans la communauté, qui sont là tous les dimanches en coaching. Laissez un petit commentaire pour Coach Flo, les amis, sous la vidéo. Pareil, un petit pouce bleu aussi. Et si vous écoutez sur la plateforme de podcast, laissez-nous un avis. Et comme d'habitude, des giveaways sur nos Instagram. Et puis merci à tous. Et merci à toi, Flo, d'être passé. Merci, Flo. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et si ça peut aider, ça va aider. C'est le but. Voilà, merci à tous. Et à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao. Salut.